Bon, cette fois, ça y est, je crois que j'ai trouvé la manière dont je vais aborder cette vidéo. En fait, pour être tout à fait honnête avec toi, à la base, j'avais prévu de faire un genre de journal de bord, d'enregistrer une voix off chaque soir en rentrant de notre journée de roulage et de monter le tout pour faire un truc un peu facile, tu sais, suivi de voyage. Sauf que pendant le voyage, la plupart du temps, j'ai oublié de les tourner et quand je m'en suis souvenu, j'avais la flemme. Mais d'un autre côté, j'avais tourné quand même pas mal d'images de ce road trip, donc du coup, ça m'aurait piqué le postérieur de pas les utiliser. Et puis merde, j'ai emmené ma Truckstone dans le désert, encore heureux que j'en profite un petit peu. J'ai le droit de me mousser un minimum. Et voilà ce qui nous emmène donc à aujourd'hui. Et ce coup-ci, je pense que j'ai trouvé la manière de tourner la chose pour que ce soit intéressant à suivre, j'espère. Et ça va tourner autour d'un truc tout simple. La perfection, c'est pas forcément une bonne chose. Et même plus, c'est pas forcément nécessaire. Moins. Globalement, la perfection, c'est pas nécessaire. D'accord? En fait, je pense même que c'est souvent un frein de vouloir trop bien faire. Et ça, j'ai pris un paquet d'années à le comprendre. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, au travers de mes relations personnelles ou même de mes réseaux sociaux, je suis un éternel insatisfait. Et ma manière de vivre l'expérience moto reflète pas mal ce dernier trait de ma personnalité. J'ai actuellement 28 ans et j'ai possédé pas moins de 26 motos. Ouais, rien que ça. Et je crois que quelque part, j'ai toujours un peu cherché la moto parfaite. Mais quelque part, faut rester honnête avec soi-même. Une GS voyagera toujours mieux qu'une Panigale et une Panigale envoiera toujours plus la sauce qu'une GS sur piste. On a beau être difficile à satisfaire, quelque part, c'est factuel. Mais ça, je l'avais pas compris, ou quelque part, je voulais pas le comprendre. Mais enfin bref, j'ai passé mon temps à remplir des formulaires de la NTS pour changer de carte grise bien trop souvent. Quand je pense à l'argent que je leur ai filé, c'est limite de l'intérêt public à ce niveau-là. On devrait m'exonérer d'impôts. Et donc j'ai jonglé entre trail, roadster et sportive, en tout genre, jusqu'à arriver à la Truckstone. Paradoxalement, j'ai eu des motos du même type qui étaient vachement mieux. Je prends en exemple la 90 ou la Bonneville T120. Comparé à ces modèles, ma moto actuelle est une vraie merguez. Ça bouge dans les virages, le moteur est anémique, et le pire c'est que ce 900 consomme autant qu'un 1200, donc bon. Mais il y a un mais. J'ai peut-être changé d'état d'esprit entre la possession de ces machines. Si ce que je fais actuellement, c'est d'essayer de pas m'auto-convaincre, cette Truckstone, je devrais la garder un moment. Cette intro est un poil longue. Je vois le timer défiler et... Ouais, et puis merde, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. J'en étais où déjà? Ouais, la merguez. Et c'est bon, c'est affectif. Le truc marrant, c'est que l'envie de changer de moto me vient généralement après un premier road trip avec. Road trip où je me détruis le fiac, ou que je me frustre parce que je me dis putain, ce col, ça aurait été quand même sympa en sportive. Ou encore que j'ai dû choisir entre un slip et une brosse à dents parce que j'avais pas assez de capacité de stockage. Je rigole. Sauf que pour une fois, en rentrant, je me suis dit c'était vraiment bien, j'ai pas besoin de quelque chose en plus. Et le pire, c'est que je suis parti avec Robin qui possède une Urban GS qui est globalement le néo-rétro que je trouve le plus cool dans la gamme actuelle. Donc bon, c'était tentant. Après, le fait de le voir souffrir en fin de journée parce que sa selle est pas confortable et que ses suspensions sont vachement plus rigides, ça aide pas mal à être heureux avec ce que j'ai. Bon, enfin bref, moi j'étais bien. Pour une fois, je me suis contenté de ce que j'avais, sans chercher à me demander ce qu'il me manque, mais en me concentrant sur ce que j'ai. Et je crois que c'est ça le truc. Peut-être que la meilleure moto, c'est celle que tu as dans ton garage. Pour pousser le vice un peu plus loin, ce voyage demandait d'être un minimum polyvalent. On part pour 5 jours en Espagne, avec 450 km de distance moyenne par jour, et surtout une partie dans des pistes non goudronnées, dans les Bardenas. J'avais promis à Robin des nice roads, dont certaines moins roads que d'autres. Et si tu connais la Truckstone, tu te demandes sûrement quel champion irait faire l'idiot dans le désert avec un café racer. T'as ta réponse. Non, en vrai, je suis pas idiot, je l'ai quand même un petit peu préparé pour ce voyage en changeant le guidon, notamment pour un guidon haut façon flat track, celui de LSL d'ailleurs. Une selle plate un peu plus confortable que celle de l'origine, et j'ai oublié de te parler de mes partenaires. Ouais, ils ont pas mal contribué à m'équiper dans cette aventure. Donc bon, pour bien lancer le truc, merci à Pirelli, Schubert, Segura et SW Motec. En gros, pour ce voyage, j'avais donc de l'équipement de la gamme Legend Gear de SW Motec, donc un sac de selle LR5, une sacoche de réservoir magnétique LT3, j'ai postillonné, un casque Schubert C5, un ensemble Segura avec la veste en cuir Romeo et le pantalon Hunky, et c'est tout, mais j'étais très bien. Bon, la moto c'est fait, les remerciements c'est fait, le voyage. Parlons donc un peu de ce voyage qui m'a fait réaliser à quel point j'aimais ma moto. L'idée à la base c'était de partir en Angleterre, mais la météo était tellement accueillante qu'on a préféré prendre la direction du sud. Forcément, la Grande-Bretagne en avril, c'était pas le plan le plus sec qu'on avait. J'avais préparé des traces GPX pour tous les jours, avec un point de départ et un point d'arrivée. Mais au final, on a pas mal improvisé en allant un peu plus loin, à gauche à droite, et en adaptant les traces au fur et à mesure. D'ailleurs, si ces traces t'intéressent, tu peux les retrouver dans la description de cette vidéo. Pour cette première journée, l'idée était assez simple. Il fallait rejoindre l'Espagne, en partant de Clermont-Ferrand. Je vais pas trop m'attarder sur cette journée parce que j'aimerais bien te parler de quelques spots sympas en France et je pense que ça mérite une vidéo à part. Donc bon, tout ce qui est en France, sauf peut-être un truc après, mais bref, on va limiter. Nous sommes passés par les gorges du Tarn, puis on a rejoint la côte pour aller dans le coin de Narbonne, et au final, c'était là-bas qu'on devait s'arrêter, mais on était tellement en forme qu'on a continué jusqu'à Perpignan.
Planté. Ce premier jour, c'était un peu l'occasion de tester tous nos équipements, notamment voir si ça tenait, si les sangles lâchaient pas, si j'en avais pas cramé quelques-unes, si je perdais pas mes slips, si j'étais bien dans mon équipement et si j'avais pas la tête qui devait exploser en fin de journée à cause du bruit. Et franchement, c'était pas du tout le cas, forcément. Je suis encore là. Et j'ai eu des slips pendant tout mon trajet. C'est que ça tient ces trucs. D'ailleurs, je te le mets aussi dans la description, mais sur Perpignan, on a trouvé un super petit restaurant qui fait de la street food italienne. C'était juste excellent, ça se mangeait rapidement sur le pouce et en plus c'était vraiment pas cher. Parce que oui, le but de ce voyage c'était aussi de rester financièrement stable. Donc on s'est limité à 100 € par jour, tout compris. Hôtel, essence et bouffe. Et ça l'a fait. Là, on commence à arriver dans le dur, enfin dans le bien. On part donc de Perpignan pour rejoindre la ville de Barbastro en Espagne. Le tout en longeant la côte entre les deux pays. En gros, au lieu de faire ça, on a fait ça. On est passé par Collioure, mais pour le coup, avec la météo, c'était un peu triste. D'ailleurs, on s'est vite fait arrêter sur place. Et un vieux monsieur est venu m'aborder. Tout ça pour me dire que la 90 était magnifique. Quand j'avais le cul posé sur ma Triumph, je l'ai un peu mal pris. Peut-être pour ça que j'ai un souvenir mitigé de Collioure aussi. Par contre, ce qui a suivi était assez dingue. En prenant la direction de Bagnoul-sur-Mer, puis de Portbou, en Espagne, on s'est fait rattraper par le soleil. Et là, tout a commencé à sentir les vacances. D'ailleurs, si tu connais pas le coin, il y a un col incroyable juste avant Portbou. T'as le choix de continuer sur la route principale qui passe dans un tunnel, du coup dans la montagne, ou alors de prendre une petite route dérobée qui monte en haut de la montagne pour redescendre, et la vue est juste dingue, ça mélange montagne et mer. Le détour en vaut la peine, ouais. Ouais, ça s'entend que je suis enrhumé quand même quand je parle, non? Enfin bref, tu l'as compris, dans l'idée, les routes assez folles et les paysages côtiers incroyables se sont enchaînés. Pour finalement laisser place à de petits cols à l'intérieur du pays. Nous visions Barbastro parce qu'un collègue m'en avait parlé et m'en a dit que du bien. Il m'a un peu vendu le truc. Le coin est dingue, autant au niveau des paysages que des routes. Donc bon, ça aurait été bête de passer à côté. Et en plus, il y a un barrage tout au bout de la route qui donne sur un paysage assez surréaliste avec une église qui sort de l'eau, enfin le clocher. En plus, Barbastro est une ville carrément sympa à visiter. Et on y a trouvé un bel hôtel 4 étoiles pour moins de 100 € la nuit. Autant dire que c'était le bon plan pour une étape. Là, on en a pris plein la vue. Et ça, dès le départ de Barbastro. Ça a commencé par des gorges rocheuses dingue, avec un lever de soleil qui était pas piqué des hannetons, ça faisait ressortir le côté orange des cailloux. Je pense même que pendant ce début de journée, Romain a dû perdre un peu patience parce que je m'arrêtais globalement toutes les 10 minutes en lui disant « Attends, il faut que je fasse un plan ici, il y a un truc à faire ». Le but de ce début de journée consistait donc à rejoindre Mediano, où se trouve le fameux clocher dont je t'ai parlé tout à l'heure. Alors on a fini par y arriver. Effectivement, le clocher était immergé. Un peu trop. Coucou. Ce que je savais pas, c'est que suivant la saison où tu vas voir ce clocher, en fait il est plus ou moins immergé. Donc quand c'est sec, l'eau est plus basse, il sort plus. Et quand il a bien plu ou qu'il y a la fonte des glaces et des neiges, globalement il est immergé et ça peut aller jusqu'à au-dessus du toit. Là, globalement, il y avait 10 cm qui sortaient de l'eau. C'est pas très impressionnant, mais bon, on s'est bien imaginé le truc. On était plus proche du petit truc qui fait que de la grande tour qui sort de l'eau. Après, la route pour y aller est juste incroyable, donc juste pour ça, ça valait déjà le coup. Et c'est pas tout, parce qu'au retour, en direction d'Alquezar, on est passé par un parc naturel qui combinait des routes défoncées de rallye et des paysages rocheux magnifiques. On en a pris plein les yeux, et surtout plein de fiac. Ça vibrait fort quand même. C'est d'ailleurs le seul moment de tout ce voyage où la Triumph m'a fait un peu défaut. Alors autant on peut la charger, elle est globalement confortable, mais par contre l'autonomie de ce machin, ça reste une autonomie très restreinte avec un petit réservoir. Globalement, on peut pas passer les 180 km sans tomber dans la réserve. Et tu te doutes que parmi ces magnifiques rochers, il y en avait pas beaucoup qui distribuaient du sans-plomb. Mais enfin, on a fini par trouver un camping qui distribuait de l'essence, donc on y allait. C'était 30 centimes plus cher que le reste des stations du pays, mais bon, c'est la vie. Et du coup, ça me permet d'aborder un petit truc vite fait. On a fait le plein. Beaucoup trop de fois le plein. Beaucoup trop de fois le plein. Ensuite, on a continué notre route en direction des Nice Roads des Bardenas. La jonction entre les deux trajets était pas géniale. Beaucoup de lignes droites, des camions et un fun globalement absent. Il faut savoir que les Bardenas sont divisés en plusieurs parties. Les Bardenas Negras, les Bardenas Blanca et Los Planos. Non, El Plano. Nous, on est arrivé par les Negras, pour ensuite continuer sur la partie Blanca. D'ailleurs, le truc assez incroyable, c'est que dans cette première partie, en fait, c'est pas vraiment désertique, c'est même plutôt vachement vert. On se disait que c'était un peu une fraude ce désert, il était beaucoup trop vert. Mais bon, t'inquiète, en continuant, on a fini par retrouver les paysages auxquels on s'attendait. En arrivant dans la partie Blanca, du coup, la première route qui te permet d'atteindre le rocher iconique, tu sais, celui en forme de tour, et c'était pas génial. Globalement, le côté aventure s'est vite fait éclipser par les camping-cars et les Clio qui passaient
au ralenti. Eh c'est bon, je me plains pas trop, on partage la route. Mais autant dire que ça demandait pas vraiment de matos particulier et que globalement sans préparation, tout le monde pouvait y aller. C'était plus proche d'une zone de travaux qu'un désert. Sauf que l'aventure a commencé juste après, avec des pistes un poil plus techniques, mais qui restent franchement accessibles, hein. Avec des paysages bien sympa, des sensations qui sont bonnes et surtout vachement moins de monde. En fait, si je te demande de t'imaginer les routes parfaites à faire en scrambler, juste ce qu'il faut d'off-road, sans forcément partir faire du franchissement, eh ben je pense que c'est ce genre de route que tu peux t'imaginer. En tout cas là, c'était le kiff. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. J'ai pas mal été aidé par le fait que j'avais monté des Pirelli Rally STR sur ma moto. Ils sont parfaits pour la route et pour les pistes soft, tant que c'est sec. Les pistes, pas la route, hein. C'était vraiment le choix idéal pour ce genre de voyage. J'ai pas eu la moindre surprise sur la route et j'étais à l'aise dans les pistes, donc je demandais de plus. Et en plus avec le couple impressionnant de la Truckstone, impressionnant je te dis, ils s'usent pas vraiment vite. Après les 2200 km de strip, ils étaient globalement à mi-usure. Pour en revenir au Bardenas, c'est accessible par tout type de moto. On y a même croisé une Harley. Par contre, ça reste une route bien gravillonnée, ce qui fait que tu peux quand même pourrir ta machine. Et si t'es pas en confiance, tu peux bien pourrir ta machine. À la base, on s'attendait à terminer tard parce que justement, on n'était pas sûr de nous-mêmes, de nos capacités à rouler globalement normalement dans le désert. Et en fait pas du tout, c'était assez rapide, les 30 km en dehors du goudron sont passés en moins de 2. Donc plutôt que de finir dans un McDo tout rincé comme c'était prévu, on était assez en forme et on allait au resto dans un petit mexicain. Je te mets le lien dans la description, c'était plutôt cool. D'ailleurs si t'aimes manger épicé, ils ont quelques plats bien corsés. Et j'y ai cramé une bonne partie de mes papilles gustatives. Ils sont chauds ces mexicains. Pendant la soirée du jour 3, on s'est dit que vu que la météo était vraiment très clémente pour la période, on pourrait éventuellement tester d'aller dans le Pays Basque et surtout de monter un peu dans les Pyrénées. Ce n'était pas vraiment prévu, à la base on devait tracer un peu de manière plus directe. Mais YOLO, on a donc chopé le massif par Saint-Jean-Pied-de-Port et traversé une bonne partie de la chaîne. Forcément, au vu de la période, il y avait personne. Et en plus, les routes étaient globalement propres. Le seul petit truc, c'est qu'on a un peu forcé, et par on je veux dire je, pour faire le col du Tourmalet, le col iconique des Pyrénées. Et il est iconique, mais il était surtout fermé. Et ça nous a coûté un peu de route. Un petit détour de 60 km pour rien. Après, les routes étaient vraiment cool. Et puis, les paysages sont pas vraiment les mêmes suivant qu'on va dans un sens ou dans l'autre. Enfin, c'est ce que j'essayais de dire à Robin, en tout cas, pour lui faire accepter de faire ces quelques kilomètres en plus, sur une selle qui était aussi rigide que la justice. À part ce petit couac, le coin est bien évidemment dingue. Surtout à moto. Et puis, c'est assez fou de se dire qu'en 5 jours, on a pu voir la mer, la haute montagne, des volcans espagnols, des volcans français, et du désert. Ça fait beaucoup, mine de rien. Et voilà, je te parlerai pas du 5e jour, parce que la première partie du trajet était claquée au sol, et la deuxième, ça rentre un peu dans le contexte de ce que je te disais tout à l'heure. Je t'en garde un petit peu pour la France pour d'autres sujets. C'est donc tout pour ce voyage entre l'Espagne et la France. Mais globalement que je t'ai parlé quasiment que de l'Espagne. C'est pas grave. Voyage que la Triomphe a encaissé avec grand succès et brio. Même pour la partie off-road. Off-road. C'était soft quoi. Faut quand même que je fasse peut-être un petit tour d'esserrage. Mais dans l'immédiat, j'ai pas perdu de morceau en route. J'ai adoré ce voyage. Et surtout, j'ai adoré le faire avec la Truckstone. Si elle n'excelle en rien, elle fait tout correctement. Une fois la bagagerie SW Motec posée, elle est carrément pratique. Et quant au moteur, c'est pas un foudre de guerre. Mais dans un contexte où il y a de plus en plus de contrôle, ça colle assez bien à un usage quotidien au final. Mais pas chiant pour autant. Allez, une petite touche de caractère en plus, ça aurait pas été de refus, mais vu le caractère global de la moto, bon, c'est pas bien grave. Elle en a assez. Et elle a un autre avantage pas déconnant. Si je veux en faire un racer, j'ai qu'une selle et un guidon à changer. Pareil pour un scrambler et globalement tout ce que tu peux faire avec une moto un peu vintage. Si demain je m'en lasse, j'aurais pas grand chose à changer pour en faire une nouvelle moto. Ça serait fou d'en faire une machine de sport en vrai. Ouais, non, ça coûterait moins cher d'acheter une Truckstone 1200R. Mauvais plan, laisse tomber. Enfin, je crois que c'était vraiment la moto idéale pour faire ce genre de voyage. Parce que je l'avais dans mon garage. Comme quoi, le bonheur peut se trouver derrière ta propre porte de garage. Et ça vaut combien une 90 sur le bon coin déjà ?